Alors bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur ce qu'on a appelé dans la description le rétrécissement de la notion d'importance nationale. Je vais quand même récapituler les faits en quelques mots, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la rédaction de cette description. Donc, en juin 2018, le juge Manson de la Cour fédérale du Canada déclare déraisonnable l'interprétation que fait la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels de la notion d'importance nationale. Source du litige, la maison Eiffel, voulant procéder à la vente d'un tableau impressionniste à une galerie londonienne, a besoin d'une licence d'exportation délivrée par la Commission qui refuse à 2 reprises d'accorder le permis, sachant, entre autres, qu'un établissement canadien est en mesure de l'acquérir. Alors, Eiffel conteste la décision et le juge tranche en faveur de la maison et remet en cause l'interprétation de la Commission. Alors, c'est sur ce que nous étions lors de la description donc, de la table ronde. Alors, il y a une dizaine de jours, le 16 avril, donc, le juge de la Cour d'appel fédérale casse le jugement Manson. Il réaffirme l'esprit de la loi, rétablit la décision de la Commission et, point intéressant, réaffirme le rôle des experts en appelant à respecter un principe directeur établi de longue date, la déférence. Donc, selon lequel personne n'est mieux placé que la Commission pour interpréter son mandat. Alors, le gouvernement avait entre-temps proposé un changement législatif dans le budget, la loi budgétaire de 2019, pour faire en sorte qu'un don soit admissible au crédit d'impôt, même si l'œuvre n'a pas d'importance nationale. Alors, voilà où nous en sommes. Or, évidemment, ces jugements et la petite histoire n'ont en rien vidé l'importance de la question et l'intérêt, donc, d'en discuter aujourd'hui. C'est ce que nos panélistes vont nous prouver tout à l'heure. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Parfait. Alors, simplement pour qu'on soit tous sur la même page, je vais rappeler un peu le cadre dans lequel on peut comprendre cette question de la notion d'importance nationale. Alors, en 1977, naît la loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, donc qui vise à préserver le patrimoine national canadien. Avant cette époque, les collections et les œuvres quittaient d'ailleurs le pays parce que nos lois fiscales ne permettaient pas d'offrir donc les mêmes exemptions que d'autres pays offraient. Alors de plus, le contexte international les pousse puisque le pays doit avoir un régime de protection patrimoniale pour signer la convention donc de l'UNESCO de 1972. Or, le Canada n'a alors aucun moyen de protéger ses œuvres et d'éviter la sortie et la vente de son patrimoine à d'autres pays. Alors, bon, je résume, vous pourrez me corriger, mais bon, c'est aussi au moins pour qu'on se comprenne tous. Alors, le Canada donc, met alors sur pied un système de contrôle à l'exportation et des incitatifs fiscaux destinés à encourager les citoyens à vendre leurs objets importants à des organisations culturelles ou à en faire don à ces dernières. Alors, un tribunal indépendant est créé en vertu de la loi. Donc, il s'agit de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels dont nous parlions à l'instant et dont nous avons un représentant ici aujourd'hui avec nous. Donc, la commission est composée d'un président et de 9 membres nommés par le gouvernement en conseil sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien. Alors, les mandats sont de 3 ans. C'est elle qui détermine si les biens sont d'un intérêt exceptionnel et d'une importance nationale. La Commission a aussi la responsabilité de déterminer la juste valeur marchande des objets donnés à des organismes canadiens, comme les bibliothèques, les archives et les musées. De plus, elle entend les appels concernant les demandes de permis d'exportation de biens culturels qui ont été refusés. Alors, la notion d'importance nationale est donc une clé de voûte qui permet à la Commission de conserver temporairement un bien au pays. Alors, de plus, si une œuvre n'est pas jugée d'importance nationale, il y a beaucoup moins d'avantages financiers à la donner à un musée. Moins d'avantages, donc moins de dons et moins de leviers pour constituer et protéger notre patrimoine national. Alors voilà, donc, où nous en sommes aujourd'hui. Donc, nous avons un peu moins d'1 heure pour discuter de cette vaste question avec nos 3 panélistes ici que je vais vous présenter à l'instant et une période d'une 15aine de minutes de questions avec le public, donc suivra la table ronde. Alors, je vais commencer par M. Maréchal, juste au bout. Donc, natif de Montréal, Paul Maréchal est l'auteur de 3 catalogues raisonnés sur l'œuvre d'Andy Warhol et détient une maîtrise de l'UQAM où il enseigne le cours sur le marché de l'art et l'évaluation des œuvres depuis plus de 20 ans, en plus d'avoir publié quelques articles sur le sujet. Donc, pendant ses études au baccalauréat à l'Université Concordia, il travaille à l'Hôtel des Encans de Montréal, une maison d'enchères,
Et il acquiert une connaissance pratique de l'art et de son marché. Donc, M. Maréchal œuvre depuis pour une grande collection d'entreprises. Donc, il est à cette table notre expert, donateur, collectionneur, donc marché de l'art. Voilà. Bienvenue. Stéphane Laroche, au centre. Bienvenue, M. Laroche. Donc, avocat de formation. Stéphane Laroche a été successivement directeur du cabinet adjoint au ministère de la Culture et des Communications du Québec, secrétaire du Conseil et directeur de la planification et de la coordination au Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC, directeur général du bureau de la capitale nationale de la SODEC, directeur des services culturels de la délégation générale du Québec à Paris. De 2005 à 2008, il a été associé à la relance du Palais Montcalm de Québec, d'abord comme chargé de projet, responsable de la planification, du développement et de la mise en place du concept de maison de la musique, puis comme directeur général. M. Laroche a ensuite œuvré au CALC, entre autres à titre de directeur de la musique et de la danse, avant d'être nommé président-directeur général de ces sociétés d'État en 2013. Il est, depuis 2015, le directeur général des musées de la civilisation à Québec. J'ai 108 ans. 108 ans, oui. Oui, c'est ça. J'ai bien lu. Voilà. Bienvenue. Donc voilà. Donc c'est toute son expérience qui va nous parler aujourd'hui. Profitons-en. Monsieur Pierre-François Ouellette, qui est ici à ma droite, œuvre depuis 1998 dans le domaine des arts visuels. Il est directeur et propriétaire de la galerie Pierre-François Ouellette Art contemporain à Montréal, cofondateur de la galerie Center Space à Toronto. Monsieur Ouellette a un baccalauréat en histoire et un MBA de l'Université d'Ottawa. Il a été chef de cabinet de la directrice du Musée des beaux-arts du Canada avant de diriger l'Association des artistes d'art contemporain. Monsieur Ouellette a siégé à plusieurs conseils d'administration, donc celui de l'Association des marchands d'art du Canada. Il a été membre du comité d'acquisition du Musée d'art de Joliette, du comité d'art public de la Ville de Montréal, du comité des arts visuels du CALC, du comité d'art et d'archives du Centre d'exposition RBC du Centre universitaire de santé McGill et de la commission permanente d'art public de Culture Montréal. Alors, M. Ouellette est invité à titre de membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Et donc, c'est sur cette base qu'il sera interrogé aujourd'hui. Donc, je commencerai donc par lui avec la première question. Voilà, monsieur l'officiel. Monsieur Ouellette, quels sont les contours de l'importance nationale? Je pense que votre mandat, qui a débuté en janvier 2018, est tombé dans le vif du sujet assez rapidement. Donc, voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je veux vous remercier d'être aussi nombreux et pour l'invitation, parce que je crois que c'est un sujet d'actualité et un sujet d'importance dans le contexte de l'art et du marché de l'art. Et je vais vous avouer que j'aime beaucoup faire du ad-lib et pas lire des textes, mais déjà, je me sens qu'il faut faire attention à tous les mots qu'on va prononcer, parce que tout à l'heure, quand tu disais que la commission avait refusé un permis, c'est pas le cas. La commission ne refuse pas. Alors, vous allez me permettre, dans ce mise en contexte, de lire quelques notes. Comme ça, on va tous être au parfum, mais aussi, c'est de l'ordre un peu technique. La commission a un site Internet extraordinaire où vous pouvez trouver, par exemple, je vais vous parler de la nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée. Je ne vais pas essayer de définir qu'est-ce que c'est. Vous pouvez aller lire sur Internet. Vous allez pouvoir aller lire les différents communiqués officiels qui ont réagi aux nombreux points qui sont en ce moment soulevés. Mais je voudrais juste mettre tout le monde par rapport à la opposition officielle et à la voix que soutient la commission. Alors, je retravaille un peu mes notes parce que, à la lueur de ce que tu as dit, j'aimerais clarifier une autre fois les fonctions de la commission. Alors, il faut comprendre que la commission a des fonctions très particulières en vertu de la loi et entre autres, c'est juste que je m'entends, là, c'est comme... L'important, c'est que... OK, c'est bon. Alors donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout l'aspect par rapport aux licences. En vertu de la loi, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui peut refuser de délivrer une licence. C'est pas la commission qui refuse des licences, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada. Et quand il reçoit une demande d'exportation,
si le bien culturel est inscrit donc, dans cette nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, et cette nomenclature découle aussi de l'UNESCO et de certaines visions du Canada, c'est là où se met en branle un certain nombre d'étapes qui sont suivies formellement. Alors, l'agence fait appel à des experts. Et la décision de refuser ou non un permis, c'est l'avis d'experts, par exemple des spécialistes de musées. La personne qui reçoit ou l'organisme qui reçoit alors un avis de refus peut prendre position. Et comment il prend position? C'est en demandant qu'on présente la demande à la commission, une demande de révision pour la licence qui lui a été refusée par l'agence frontalière. Alors, tout un nombre de procédures sont mises en branle à ce moment-là. Si en effet l'objet répond aux critères énoncés dans la loi, la commission peut alors établir un délai d'exportation. On n'est pas en train de refuser l'exportation, on est en train de donner un délai. Et pourquoi on donne ce délai qui est d'un maximum de 6 mois? C'est qu'afin qu'il y ait une offre d'achat puisse être faite par un établissement au Canada. Alors donc, il y a déjà cette étape-là. Et si l'établissement fait une offre et que le vendeur qui demande une licence d'exportation refuse le montant qui est proposé par le musée, c'est alors que la commission intervient au besoin, et c'est toujours sur demande, pour présenter et définir un montant qui est juste pour une offre d'achat au comptant pour la personne dont la licence avait été refusée par l'agence. Ça, c'est le premier volet sur l'exportation et on va revenir parce que ça a aussi des impacts sur ce qu'on est en train de parler des contours de l'importance nationale. Le deuxième très grand volet pour beaucoup de collectionneurs, c'est toute cette notion de l'attestation du bien culturel à des fins de l'impôt sur le revenu. Donc, les musées, et je vois plusieurs membres des musées, en plus de Stéphane ici, lorsqu'un musée est donné ou vendu à un établissement, c'est l'établissement muséal qui demande ou qui peut demander de présenter à la commission une demande d'attestation du bien culturel à des fins de l'impôt sur le revenu. C'est alors là que la commission détermine à ce moment-là si l'objet revêt un intérêt exceptionnel et une importance nationale. Et ces décisions sont fondées sur des évaluations indépendantes soumises par le demandeur. Et aussi, il faut comprendre que c'est au travail des établissements de bien monter leur dossier pour défendre ces questions d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale. Et c'est par la suite que la valeur marchande est déterminée. Et à vrai dire, quand on regarde statistiquement ce qui se passe à la commission, la très grande majorité des demandes qui sont présentées à la commission concernent ce deuxième volet de l'attestation aux fins de l'impôt. Et là, j'ai des statistiques avant mon mandat. Donc, de 2017 à 2018, dans l'année financière, la commission a examiné 535 demandes d'attestation, mais seulement 8 demandes de licences refusées. Donc, il faut qu'on départage ces deux volets de l'impact de la commission. Là, je ne vais pas rentrer parce que je crois que tu as fait quand même un bon résumé de ce qui s'est passé à la Cour fédérale d'appel. Alors, je voudrais quand même maintenant tomber dans la question que tu m'as posée. La loi est claire. La loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels décrit formellement l'intérêt exceptionnel et l'importance nationale. Et je lis textuellement, la loi, quand on m'a envoyé mon mandat, on m'a envoyé une copie de la loi et je suis là, il va falloir que je passe à travers tous ces alinéas et moi, je ne suis pas un avocat. Alors, mais en même temps, ce sont des notions qui sont importantes parce que ce sont les législateurs qui ont conçu de ces questions-là. Et donc, voilà, deux notions importantes. L'objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l'histoire du Canada ou de la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l'étude des arts ou pour l'étude des sciences. Deuxièmement,
l'objet revêt une importance nationale et elle définit telle qu'elle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Alors là, voilà les deux grands concepts avec lesquels la Commission alors examine les objets qui lui sont présentés. Pour reprendre rapidement, parce que je crois que c'est important, donc la Commission détermine s'il y a un intérêt exceptionnel en regardant les 5 facteurs suivants. Rapport étroit avec l'histoire du Canada ou le rapport étroit avec la société canadienne, les questions de l'esthétique, la question de l'utilité pour l'étude des arts ou l'utilité pour l'étude des sciences de ces objets. Rappelons que finalement, la Commission ne fait pas juste attester des œuvres d'art. On passe de tout objet qui peut être intéressant pour des institutions qui protègent le patrimoine canadien. Alors, la grande question que tu as soulevée, c'est que la Commission peut déterminer qu'un objet revêt une importance nationale si sa perte, selon la loi, vraiment appauvrirait gravement le patrimoine national. Les facteurs qui sont pris en compte en ce moment par rapport à l'importance nationale sont notamment les suivants, sans qu'il y ait une ordre d'importance. Là, c'est vraiment... Il faut comprendre que c'est vraiment à partir des arguments qui sont présentés par l'institution à la Commission. Alors, ils peuvent se pencher sur la provenance, sur l'importance du créateur, l'origine, l'authenticité, l'état de l'objet, le caractère complet de l'objet, sa rareté ou son caractère unique, sa représentativité, sa valeur documentaire ou de recherche, et des associations contextuelles qui permettent de définir l'importance nationale. Alors, maintenant, c'est clair. Comme tu le soulevais, le critère de l'importance nationale a fait l'objet d'une interprétation en 2018 par la Cour fédérale dans la décision Eiffel. Dans cette décision, la Cour a conclu que pour répondre aux exigences de l'importance nationale, en plus de tout ce que je vous ai dit, c'est que l'objet doit avoir un lien direct avec le patrimoine culturel propre au Canada. Comme tu le mentionnais, le 16 avril, la décision de la Cour fédérale annule ce jugement en disant « Le critère de l'importance nationale qui est prévu dans la loi permet d'évaluer l'effet qu'entraînerait l'exportation de l'objet, soit sur l'importance de cet objet pour le Canada. » Dans tout ça, il faut remettre en contexte que le 19 mars, le gouvernement du Canada a déposé un budget qui propose, elle aussi, des modifications. Dans le budget de 2019, on propose de modifier la loi sur le revenu, la loi de l'impôt sur le revenu, et on propose de modifier la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels afin de supprimer l'obligation voulant que le bien soit d'importance nationale pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés par les dons des biens culturels. Nous sommes en ce moment en attente de son implémentation. Le budget n'a pas été implémenté et c'est clair que lorsque le budget sera adopté par toutes les chambres, ça aura un impact sur les demandes d'attestation qui sont soumises à la Commission parce que ce budget, selon la loi, élimine le concept d'importance nationale dans le processus décisionnel de la Commission et je le précise et je vais le répéter plusieurs fois, en ce qui concerne les demandes d'attestation seulement aux fins de l'impôt sur le revenu. Et au moment donné, quand ça sera implanté, c'est clair que la Commission va faire un autre communiqué pour préciser aux demandeurs ce qu'il en est. La question de l'importance nationale reste donc ouverte, comme on le disait, en ce qui a trait aux révisions de demandes de licences d'importation refusées. Alors, si on remonte, juste pour clarifier, c'est l'agence frontalière qui reçoit des demandes qui sont refusées par des experts qu'ils ont consultés. Ces demandes refusées sont alors présentées à la Commission et c'est là où va intervenir en ce moment cette question de l'importance nationale. Alors, finalement, c'était juste pour remettre, je crois, tout le monde, parce que c'est des beaux enjeux qui se passent, mais on pourra parler un peu plus de l'impact que ça va avoir, cette question-là. Voilà.
Ça, c'était ma longue intervention, mais je préférais me tenir au point. Il y a des avocats dans la salle, alors Voilà. j'aimais bien. C'est filmé En plus, ça va être sur Vimeo. Oui, vous voilà. allez pouvoir revenir. Si vous voulez pas aller sur le site Internet, vous allez pouvoir aller m'écouter. Et voilà. Voilà. Alors, Merci. merci. Y a pas de quoi. Merci, Pierre-François. Donc, je passerai maintenant la parole à Paul. Vous, À moi, alors, donc, déjà? oui. Mon Dieu. Bien. Bonjour tout le monde. Moi, contrairement à toi, Pierre-François, que j'aime et que j'adore, je respecte beaucoup le travail des membres de la commission, surtout ceux qui sont sur le terrain, nommément les galeristes ou les gens de musée. Mais je crois que toute cette notion, ce débat sur la notion d'importance nationale, trouve sa source dans une seule et unique cause, à savoir l'incompétence et l'incurie de la Commission canadienne d'examen et d'exportation des biens culturels. En un mot, sa négligence. Et sa négligence sur un aspect fondamental de sa mission, à savoir la définition du contour du règlement sur l'importance nationale. Et ce n'est pas un concept qui est accessoire ou parallèle à son mandat. C'est une notion qui aurait dû faire l'objet d'une définition plus claire depuis l'année 1977 où la Commission existe. Et comme toute loi du gouvernement, de tous les paliers de gouvernement, qui est mal ficelée, mal planifiée, dont on connaît mal les tenants et aboutissants, elle finit devant ce qu'il est convenu d'appeler le gouvernement des juges. Donc, quand un règlement ou une loi n'est pas assez claire, il est certain qu'il va y avoir des citoyens, des entreprises et des institutions, comme on a vu la coalition de musées qui s'est ralliée pour faire appel en Cour fédérale de la décision en première instance du jugement Manson, pour justement ce gouvernement des juges qui est soumis à l'obligation de décider et de clarifier les concepts qui sont énoncés dans les règlements. Alors, on a vu en première instance que le juge Manson a appliqué la notion d'importance nationale de façon très, très littérale, n'est-ce pas? Il a national, c'est Canada, importance Canada, une œuvre canadienne, point final à la ligne. Gustave Caillebotte, d'ailleurs, dans la cause en première instance, parmi les experts, les témoins experts qui ont été appelés à la barre pour donner leur opinion, il y avait Laurier Lacroix, qui est quand même un éminent historien de l'art ici, au Québec, très respecté, et qui a dit que Gustave Caillebotte ne revêtait pas cette importance nationale, puisque d'abord, Gustave Caillebotte n'est jamais venu au Canada, et secondement, l'œuvre de Gustave Caillebotte n'a pas eu d'influence sur les peintres canadiens impressionnistes à son époque. Alors, donc, c'est une conception assez, en fait, je dirais, étroite de ce qu'est l'importance nationale d'une œuvre, et c'est pour ça que la notion d'importance nationale a soulevé un tel débat dans le public, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire que Gustave Caillebotte n'est pas un peintre impressionniste important. Voyez-vous? Donc, ce contour flou de l'intérêt exceptionnel et de l'importance nationale contenu dans la loi font en sorte que ce sont les juges qui sont appelés à prendre des décisions qui interprètent ces règlements-là, alors que les pauvres juges n'ont aucune expertise ou connaissance dans le domaine des arts. Et d'ailleurs, à ce propos, la magistrature canadienne a une longue feuille de route de décisions qui vont à l'encontre du bon sens même dans l'administration des œuvres d'art et de leur fiscalité. Et en plus, moi, ce que je reproche, et je vais terminer mon intervention là-dessus, à la Commission, c'est l'opacité de sa gestion, à savoir que les décisions qui sont prises par la Commission ne sont jamais justifiées. Et bien sûr, le contribuable, le musée, l'institution peut faire appel au sein de la Commission qui décide de sa propre décision. Si un contribuable, une institution
où une entreprise décide de contester une décision de la commission, il devra aller en cours. Et aussi, je trouve qu'en cette ère, on est en 2019, une ère où la bonne gouvernance, la transparence et la communication devraient primer. Je trouve inacceptable qu'il n'y ait pas à la tête de cette commission un chef, un commissaire, un président qui ait le courage et la capacité de venir défendre devant les médias, n'est-ce pas, les décisions qu'elle prend derrière des portes closes sans qu'on en connaisse les raisons. Et je trouve pour cette raison que cette commission-là n'a jamais fait l'objet d'aucune réforme ou quoi que ce soit, parce que, évidemment, électoralement, pour les gouvernements, ce n'est absolument pas rentable qu'on replace bien la situation dans son contexte. Les dons d'œuvres d'art à des institutions, à des musées, n'occupent qu'à peine la moitié d'1% de tous les contribuables canadiens. Mais ce n'est pas une raison pour que ça ne devienne pas un enjeu, puisqu'à la fin, 80% des Canadiens sont visés par les décisions de la Commission, et sont visés, ces 80% de Canadiens-là, sont ceux qui vont dans les musées. Et les décisions de la Commission vont faire en sorte que c'est ce qu'ils vont pouvoir voir ou non accroché aux cimaises des musées qui est le résultat final de toute cette entreprise-là. Merci. Merci, Monsieur Maréchal. Merci. Alors, je passerai la parole à Stéphane. Donc, pour les musées, donc, répondre à la question des contours de la notion, mais aussi rappeler peut-être ce qu'a apporté la loi aussi pour les musées depuis son... Oui, ben c'est ça, je vais me faire, merci, je vais me faire, bonjour à tous, je vais faire le lien avec ce que Paul Maréchal vient de dire. Moi, effectivement, je suis invité pour donner le point de vue des musées. Je vais quand même permettre de dire que pour moi, ce débat-là, il est, même si on peut dire, mon Dieu, pourquoi toute cette emphase mise sur des notions juridiques? C'est un débat extrêmement important, c'est un débat fondamental, mais je trouve ça sain dans une société démocratique qu'on ait ce genre de discussion-là, et je trouve ça formidable qu'on ait l'occasion cet après-midi d'en parler, qu'on en parle dans les journaux, à la télé, et que donc ces sujets d'importance culturelle fassent partie de l'actualité et des préoccupations, y compris des préoccupations des politiciens. Et je vais espérer, comme Paul Maréchal, que ces questions-là puissent susciter encore plus d'intérêt de la part de nos décideurs. Donc, quelques considérations peut-être générales. Dire que l'interprétation restrictive de la notion d'importance nationale, ça a constitué une véritable menace au cours des derniers mois, menace pour l'enrichissement culturel collectif des Canadiens, des Québécois bien sûr, mais de tous les Canadiens. Une menace aussi pour les musées, parce que dans notre système où malheureusement les musées ne sont pas suffisamment soutenus, évidemment vous allez trouver que j'ai un jugement partial, mais j'en suis convaincu, même comme citoyen, je n'ai pas toujours été directeur de musée dans ma vie, les musées ne sont pas suffisamment soutenus, donc ils ont très peu de budget d'acquisition. Donc, tout le fonctionnement de l'acquisition d'œuvres d'art ou de biens ethnographiques ou d'archives ou peu importe est fondé sur les dons. Les dons, donc, de collectionneurs, de citoyens qui nourrissent les collections des 90% voilà. de tous les... Et à cause du volet sur les incitatifs fiscaux, donc qu'attribue la Commission, si cet aspect-là était remis en question pour les œuvres internationales, notamment, puisque c'était ça qui était visé, ben à ce moment-là, on appauvrissait non seulement les collections, mais on faisait en sorte que probablement beaucoup de dons ne se seraient pas concrétisés dans les années futures. C'est important de le rappeler parce que c'est fondamental. Les récents développements, c'est-à-dire le renversement de la décision par la Cour d'appel et l'annonce dans le budget d'une révision des deux lois, sont quand même encourageants. Il faut quand même le souligner. À toute chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon, pardon. Donc, il faut quand même vivre d'espoir, on va le dire comme ça. Je termine sur la notion d'importance nationale pour dire que
c'était quand même curieux, la première décision, la décision de première instance, à l'heure de la mondialisation, à l'heure de l'ouverture sur le monde, où on n'arrête pas de nous parler avec raison de l'importance de l'immigration, de l'importance d'avoir une société inclusive, dans un monde totalement interconnecté, de se faire dire « Ah non, si c'est une œuvre qui vient d'ailleurs, ça n'a pas d'importance nationale. » Comme si les apports qui proviennent de pays externes ne venaient pas enrichir notre culture et notre société. Alors, c'est important de le mentionner. C'est l'ensemble des apports, c'est l'ensemble des contributions qui contribuent à forger un patrimoine collectif riche et intéressant. Ça vaut pour les musées et ça vaut pour bien d'autres choses. J'arrête là-dessus. Bon, ben, bravo, donc ça fait mouche, absolument, absolument. Je vais avoir juste un petit commentaire. Complété. Parce que, vous savez, ça fait seulement un peu moins de 18 mois que je suis à la commission. Et le constat que fait Paul, je suis un peu étonné par rapport à ce que moi je vis depuis 18 mois. Parce que, comme je revenais un peu plus tôt, c'est vraiment les arguments qui sont apportés ne sont pas apportés par le collectionneur, le donateur, mais par l'établissement qui veut donner cette œuvre-là. Et donc, il y a un travail qui se fait à la base qui est d'importance. Et mon expérience à moi, c'est que c'est à travers ce travail du musée, le feedback aussi des analystes de la commission, que là, nous, on ne peut pas être spécialiste de tous les types de biens culturels qui sont présentés à la commission. Donc, on se base sur les informations de défense argumentaire de la part des musées. Et il y a, comme je disais, un effort avec les facteurs. Et mon expérience, c'est que de plus en plus, la commission cherche à redonner de l'information aux musées pour qu'ils comprennent les bases des décisions. Alors, il faut dire que depuis, par exemple, dans mon cas, j'étais, je crois, de la premier groupe qui devait se faire interviewer devant un jury pour sa nomination. Parce que, comme vous le savez, n'importe qui dans la salle peut aller sur le site Internet du gouvernement, nomination.gc.ca, et vous pouvez dire « Ah, j'aimerais bien postuler un poste de membre du conseil d'administration de Radio-Canada ou de l'agence frontalière ou de la commission des aéroports. » Je ne sais pas trop, j'invente des nouvelles agences gouvernementales. Ou à la commission. Et et je crois que l'année où moi j'ai participé, c'était la première, il y a eu 400 postulants qui ont été analysés. Tu es donc très méritant. Écoute, j'ai été surpris. Là, j'étais comme... Parce qu'à vrai dire, d'un autre côté, j'ai mis mon chapeau de marchand et je faisais de l'évaluation pour les musées. Alors, je trouvais ça intéressant et donc, j'ai appliqué. Et je me souviens très bien qu'il y a eu une vidéoconférence avec des fonctionnaires qui ont analysé mes réponses. Alors, finalement, je crois qu'il y a une volonté en ce moment de professionnalisation de toutes les démarches. Et je sais qu'au sein de la commission, les discussions sont là pour que les décisions soient plus transparentes et que le musée ait le feedback des raisonnements. Mais il faut dire que c'est un travail qui se fait conjointement. C'est les musées qui doivent aussi écouter sur la base des commentaires que les analystes peuvent leur dire. Vous savez, il faudrait vraiment travailler là-dessus. Parce que la commission... Et on le fait, hein, je vous rassure. Oui, mais c'est parce qu'on parle de toutes sortes d'institutions, de toutes sortes de calibres, qui n'ont pas nécessairement tous les mêmes talents, certaines qui font appel à des gens d'ailleurs pour écrire. Et finalement, on se base sur du textuel, plus, comme un tribunal, sur l'ensemble des membres qui sont présents. Alors donc, mais moi, je t'avouerai, Paul, que... si je regarde historiquement, je me dis, bon, peut-être que Paul a raison. Mais depuis 18 mois, moi, je sens cette volonté et je crois que les gens vont le voir de plus en plus.
Je suis très heureux d'entendre qu'il y a un changement à la commission. Ça me réjouit, d'autant que moi, c'est mon expérience de collectionneur et de donateur au Musée canadien depuis 25 ans qui me fait parler ainsi. Et c'est d'autant plus important que, comme tu l'as effleuré dans ton sujet, Stéphane, c'est que environ 90% de toutes les acquisitions des musées à travers le Canada se fait sous forme de dons. Au Canada, on a choisi un système calqué sur celui du Royaume-Uni d'ailleurs, qui fait en sorte que l'enrichissement des collections muséales se fait essentiellement par l'acceptation ou non de dons par les musées. Donc, ça veut dire que les budgets des musées sont faméliques, je pense que je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Je confirme. Et pour justement faire en sorte que ce soit les conservateurs qui choisissent parmi tout ce qui leur est offert en dons pour monter leur collection. Alors, en quelque sorte, c'est une forme d'abdication du rôle des conservateurs, en ce sens qu'ils sont tributaires de ce qu'on veut bien leur offrir en dons pour développer leur collection. C'est pas comme s'ils avaient un budget, n'est-ce pas, avec lequel ils pourraient cibler des acquisitions dans des galeries en particulier pour enrichir les collections. Et bon, c'est un système qu'on a choisi au Canada, mais est-ce que ce système-là est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait le repenser? Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Tous ces incitatifs fiscaux et la reconnaissance d'intérêt national que que cette reconnaissance nationale procure en termes d'avantages fiscaux est réel et ce qui permet encore aujourd'hui au Musée canadien d'être compétitif et de faire en sorte qu'il va y avoir un donateur d'un tableau à un musée qui va préférer le donner à un musée au Canada plutôt que de le vendre à l'étranger. Et cette notion d'importance nationale est capitale dans le sens où elle vous permet une déduction qui est de 100% du montant d'évaluation de l'œuvre, confirmé par la Commission. Alors, c'est tout un système. Alors, il ne faut pas non plus jouer à l'autruche et toutes ces déductions fiscales consenties aux donateurs des œuvres d'art, n'est-ce pas, coûtent de l'argent au gouvernement, aux contribuables, parce que c'est de l'impôt que le contribuable donateur n'a pas à verser au Trésor fédéral, n'est-ce pas? Donc, il est certain qu'il faudrait éventuellement se poser la question à savoir, je lance un chiffre comme ça, disons que le gouvernement canadien consent pour l'équivalent de 200 millions de dollars de déduction fiscale aux contribuables qui ont donné des œuvres à des musées. Est-ce que ce 200 millions de dollars-là ne devrait pas être réparti comme budget d'acquisition pour les différents musées? Au prorata de l'achalandage, l'importance de la collection, ou peu importe. Alors, personne ne se pose cette question-là actuellement au Canada, mais moi, toute cette question sur l'importance nationale me fait penser qu'il y a d'autres voies aussi qui peuvent être explorées et qui pourraient faire en sorte d'enrichir davantage les collections muséales. Alors, merci Paul. Je vais vous poser la question des recommandations tout à l'heure. Je pense que vous avez déjà des idées. J'aimerais revenir à ce que vous disiez aussi, Stéphane, par rapport aux collections des musées et au mécénat. En fait, c'est que cette décision du juge Manson a été quand même assez inquiétante parce qu'elle nous ramenait 40 ans en arrière. Et aussi, même par rapport, la loi a quand même contribuer à développer le mécénat, à une culture même du don qui n'existait pas, en fait, on pourrait même dire au début. Et depuis, je pense que les musées travaillent à constituer des communautés de donateurs, à se rapprocher. Et donc là, ça nous ramène au public aussi. En fait, on prend conscience du rôle des particuliers dans les collections qu'on voit quand on va au musée, mais aussi de ce que nous, on peut faire pour contribuer à notre patrimoine collectif. Donc, j'aimerais vous entendre sur quel signal vous voudriez donner aux collectionneurs, mais aux gens peut-être qui ont envie de se constituer une collection. Quelles sont les perspectives, justement, de ces œuvres-là? Je commencerai avec vous. Alors, ce que Paul Maréchal vient de dire, c'est effectivement très intéressant. Est-ce que c'est atteignable à court ou moyen terme? La question est lancée. Je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour aborder cette question.
Il faudrait faire un autre débat. Mais dans le système actuel, tel qu'il est constitué, effectivement, les dons, donc tout l'aspect fiscal est fondamental. Et c'est là qu'on rejoint donc les collectionneurs, des gens comme vous, il y en a sûrement dans la salle, parce que vous constituez l'avenir des musées. Vous êtes l'avenir des musées. Parce que vous contribuez en vous forgeant une ou des collections. Ces collections-là, éventuellement, vous allez devoir en disposer, soit de votre vivant ou à votre mort. Je suis désolé de vous le rappeler. Mais donc, ce sont l'ensemble de ces gestes individuels qui font donc un grand geste collectif qui vient donc nourrir les collections du patrimoine collectif canadien. Et donc, vous avez chacun un rôle à jouer là-dedans. Donc, ce que je vous dirais, quand je vous disais que en fait, la préservation du patrimoine collectif était menacée, c'est parce que, en fait, les musées, évidemment, ils s'intéressent au passé, bien sûr, mais ils s'intéressent aussi au présent, aux considérations actuelles, et ils anticipent et ils rêvent le futur. Les gens ne sont pas toujours conscients que les musées travaillent pour l'éternité, pour la pérennité, puisque nous pensons aux générations futures. Ce que nous voulons, ce que nous conservons aujourd'hui, c'est pour les générations dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans et peut-être plus longtemps, on va l'espérer. On verra ce que les changements climatiques vont nous laisser comme espérance. Ceci étant dit, je vais juste terminer. Donc, de la même façon, les collectionneurs doivent réfléchir à leur collectionnement sur cette base-là. Qu'est-ce qu'il y a dans notre passé? Qu'est-ce qu'il y a dans notre présent? Et comment on rêve le futur? Et c'est de cette manière-là que vous allez aider, dans le contexte actuel, le mieux possible, les musées. Stéphane, oui. J'apprécie énormément tes propos et ceux de Paul, parce que si je peux porter un autre chapeau comme collectionneur et comme galeriste, tu soulèves une très, très bonne question, parce que ici, à papier ou dans les galeries, quand vous vous promenez, je crois que le premier principe devrait être le plaisir personnel. Et quand vous achetez, c'est pas nécessairement en pensant qu'il y aura des incitatifs fiscaux parce que je suis en train d'acheter des œuvres de nature muséale. Alors, il faut pour commencer avoir du plaisir. Voilà. Et si votre plaisir peut rejoindre les intérêts des musées, et c'est pour ça que moi, comme marchand, et je vais être très terre à terre là-dessus, je me dis, comment est-ce que je fais pour accompagner les gens qui achètent? Parce que les gens qui achètent ne sont pas nécessairement des collectionneurs. Pour commencer, ce sont des gens qui achètent. Deux, ils peuvent décider... On est d'abord un amateur d'art. Exactement, exactement. Et après ça, on décide d'acquérir, soit dans une levée de fonds d'un centre d'artistes, soit dans une foire. Et soudainement, on se rend compte qu'on a la piqûre. Et comme on collectionnait les thèmes ou qu'on collectionne des minéraux, des insectes, on commence à se bâtir quelque chose qui a peut-être une particularité, qui reflète des intérêts, qui devient une collection. Mais à ce niveau-là, il faut aussi se poser la question, parce que les musées doivent donner des signaux. C'est quoi une œuvre ou un objet de qualité muséale? Et c'est ça que j'essaie d'inculquer aux gens qui se disent, bon, ben écoutez, c'est quand même de l'argent quand je dépense ça. Et quand je leur dis, oui, ça, vous savez, mais vous allez pouvoir contribuer aussi au patrimoine national et aux générations futures, mais dès ce moment que vous pensez en ces termes-là, parce que le mot qui manquait dans vos propos, c'est que vous voulez des dons de qualité muséale. Alors donc, il faut que les musées donnent les signaux de qu'est-ce que vous voulez comme norme d'objets qui rentrent dans vos collections. Alors donc, je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut avoir des coups de cœur, mais les coups de cœur ne sont pas nécessairement des objets muséals. Et je crois que à cause de la pénurie de fonds publics, les musées ont un travail... Et les archives, tout le monde a un travail pour dire ça, c'est du travail qui mérite d'être collectionné, peu importe la valeur. Parce qu'un petit minéraux du Mont-Saint-Hilaire ou un insecte peut valoir presque rien, mais d'être d'intérêt muséal. Alors, pour moi, c'est la recherche de la qualité. En fait, ce que je comprends, c'est que le fardeau du développement des collections muséales repose sur
les épaules des particuliers et des entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises qui collectionnent et qui peuvent éventuellement donner au musée. Donc, on a déplacé cette fonction, cette tâche, cette responsabilité de développer des collections muséales à travers les donateurs au musée. Alors, est-ce que c'est une façon de vouloir refléter davantage ce qui intéresse la population, donc une façon un peu détournée de ramener le public vers les musées en disant ben, c'est vous tous qui avez offert ces œuvres-là en don, plutôt que les choix des conservateurs de musées qui pourraient être tout autre que celui du public, par exemple. Hein? Alors, la conception est intéressante. Ben, on peut penser que c'est une approche plus démocratique et plus collective. Et c'est pour ça qu'un événement comme la Foire Papier, et je ne suis pas payé par les organisateurs, mais est important parce qu'il sensibilise beaucoup de gens à ce développement de la culture dans la société. Alors, et pour ça, donc, je dis chapeau. Merci à vous trois. Puis c'est un peu aussi ce que les événements de cette année, je pense, ont fait prendre conscience au public aussi de son rôle dans toute cette écologie, évidemment, qui n'est pas que technique. Je terminerai avec des recommandations, parce que sûrement qu'on réfléchit, évidemment, je ne veux pas entrer dans vos délibérations privées, mais il y en a qui parlent de revoir la loi, d'autres qui parlent de revoir les mécanismes, le travail des experts. Qu'est-ce que vous recommandez rapidement à la suite de l'autre? Je commencerai par vous, Pierre-François. Bon, mais c'est clair que comme membre de la commission, moi, je ne peux pas répondre directement à cette question. Toutefois, il y a des signaux qui ont été envoyés et je crois que c'est à nous tous de lire les signaux. Et si vous lisez les modifications qui ont été proposées dans le budget 2019, ça semble être une manifestation très claire d'une volonté du gouvernement actuel à continuer de favoriser le transfert de la collection privée aux institutions muséales en éliminant cette question de l'importance nationale. Oui, ben moi, évidemment, ma position ne surprendra personne. Ça va être je prône une réforme en profondeur des structures et des règlements de la Commission canadienne d'examen des biens culturels. Il y a un aspect dont on n'a pas traité dans la question d'importance nationale au sujet du jugement en première instance du juge Manson. D'accord? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les juges sont peu familiers avec ces questions artistiques d'œuvres d'art. Ce n'est pas des causes pour lesquelles ils ont à juger de façon quotidienne, mensuelle ou même annuelle. Et j'essaie de me placer dans la position du pauvre juge Manson appelé à se prononcer sur l'importance nationale ou non d'un tableau de Gustave Caillebotte. Et je me disais, le juge qui décide que le tableau de Caillebotte a une importance nationale au Canada, donc son exportation est restreinte, donne aussi un important signal au marché. Si vous avez entre les mains le tableau d'un artiste majeur qui peut avoir une importance nationale dans la compréhension ou dans l'étude des arts, pour reprendre, au Canada, le juge aurait envoyé le signal que ces œuvres importantes ne pourraient pas quitter le pays. Voyez? Et donc, c'est une position très, très délicate et malaisante pour un juge de devoir trancher ainsi. Alors, donc, il faut faire attention, justement, que les contours de la loi soient plus clairs que les 3 ou 4 critères que tu as énoncés pour qu'on puisse savoir. Clairement, le juge a choisi, le juge Manson en première instance, a choisi de privilégier le marché. Donc, a choisi que le tableau de Caillebotte soit exporté. Et ça a quand même une incidence sur le collectionnement des gens ici. Est-ce que je vais développer ma collection seulement avec des œuvres canadiennes ou des œuvres internationales, sachant que l'exportation d'œuvres internationales pourrait être restreinte dans 10 ou 20 ans? Alors, encore une fois, réforme des règlements de la Commission. Je voudrais entendre aussi, merci, je voudrais entendre aussi Stéphane, parce que dans le jugement du 16 avril, il disait bien qu'on parle de délai, on parle toujours de délai, et donc le droit de la propriété reste quand même oui, respecté. On reste donc dans un délai de 6 mois. Je vais me situer entre les deux extrêmes. C'est pour ça que je suis au centre.
Entre les deux positions, excusez-moi, j'ai exagéré. Entre les deux positions, en fait, en attendant une éventuelle grande réforme, il faut vivre avec le système actuel. Et dans le système actuel, je pense que, d'une part, il faut se réjouir que le ministre Rodriguez ait annoncé qu'ils allaient modifier les deux lois. D'autre part, recommandation donc à ce gouvernement, mais à tous les gouvernements, peu importe la compétence fédérale, provinciale, etc., donc de continuer à bonifier les incitatifs fiscaux parce qu'ils sont essentiels et, d'une manière plus générale, poursuivre la bonification du soutien aux arts, au patrimoine et à la culture, que ce soit dans les conseils des arts, que ce soit dans les musées, que ce soit pour les galeries, que ce soit d'autres formes. Le soutien aux arts est essentiel. Évidemment, pour les musées encore plus. Mais donc, dans le volet recommandation, c'est cela. Puis, évidemment, je pense que le débat qu'il y a autour du rôle de la commission, de l'interprétation de la nomenclature et de tout ça, je pense que, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, je pense que c'est quand même sain, que ça va faire évoluer de manière positive, constructive et concrète des notions qui en avaient bien besoin. On parle d'une loi de 1977 réécrite en 85 qui n'a pas été modifiée depuis 2005. La société a bien changé en 30-35 ans. Cette mise à jour-là, elle est nécessaire, elle est essentielle. Petite précision d'une très grande importance. Pierre-François et Stéphane, vous avez évoqué l'inclusion dans la dernière loi du budget fédéral de ce changement qui ferait en sorte d'éliminer le critère d'importance nationale. Alors, je vous ferai remarquer à tous ici présents que cette disposition est une disposition budgétaire, fiscale. Ce n'est pas la Commission qui a modifié son règlement ou son contexte. C'est comme ça a une incidence fiscale. Cette disposition-là a été incluse dans le budget fédéral. Donc, en aucun cas, on remet en question le fonctionnement et les paramètres de la Commission. Inadmissible, tant qu'à moi, encore une fois. La décision a quand même rassuré beaucoup les musées. Oui, parce que, en fait, l'appel a été demandé par les musées. Les musées, nous nous réjouissons de la décision en appel, mais ça ne veut pas dire que le débat s'arrête là. Vous le voyez bien, hein, vous le constatez. Il y a du travail à faire, il y a des choses qui vont évoluer. Je pense que les autorités politiques sont plus à même maintenant de faire évoluer les choses, alors que c'était un débat qui ne faisait absolument pas partie de leurs préoccupations il y a un an. Donc, comme je disais, à quelque chose, malheur est bon. On va vivre d'espoir sur ces aspects-là. Très bien. Merci à vous. Merci. Alors, vivons d'espoir. Donc, le monde en un éternel optimiste. C'est bon, c'est bien. Alors, le monde a en effet beaucoup changé depuis cette loi et il continue sur le plan fiscal, tout est internationalisé et tout. Donc, l'avenir, je pense, nous promet d'autres tables rondes sur le sujet, n'est-ce pas? Alors, on va passer à la période de questions. Donc, on a Maud ici derrière avec le micro. Les trois panélistes sont prêts à répondre à vos questions. Elles peuvent être posées en anglais si besoin. Oui, bonjour. Oui, ça fonctionne. Simplement rebondir sur quelque chose que Paul Maréchal a dit, et je m'excuse d'encore placer Pierre-François en position défensive, mais quelque chose qui était assez frappant en regardant le dossier Caillebotte, c'est vrai que de l'extérieur, la commission donne l'impression d'une certaine opacité, mais quand on regarde dans le détail, la décision de la commission qui est montée à la Cour fédérale et qui derrière a été finalement validée à la Cour d'appel est une décision qui est extrêmement détaillée. C'est peut-être la première surprise de ceux qui s'intéressaient au domaine, c'est qu'il y avait 25 pages d'arguments où la commission vraiment détaillait les arguments. Pourquoi est-ce que ce fameux Caillebotte était d'importance nationale, était d'intérêt exceptionnel. Mais malheureusement, c'est de l'information qui ne sort pratiquement jamais, à moins d'aller devant la Cour fédérale et puis de remettre ces questions-là. Il ne serait pas envisageable, justement, parce que là, on constate que les débats ont lieu à l'intérieur de la commission, que la commission fait un travail de réflexion à l'interne. Il ne serait pas préférable que la commission publicise
certaines de ces décisions importantes. Mais elles sont absolument accessibles, ces décisions-là. Vous n'avez qu'à aller sur le site du gouvernement fédéral. J'ai lu les 2 jugements en question. C'est www.decision.gouv.gc.ca. Et puis, vous avez accès au jugement. Et j'ai lu les 2 jugements, et puis ils sont très détaillés. Je trouve que le jugement en cours d'appel, en cour fédérale d'appel, est en fait encore un long document dans lequel le juge essaie de circonscrire la notion d'importance nationale ou pas. Et puis, on parle aussi beaucoup de déférence, à savoir que la commission, a priori, est une instance qui sait. Hein, les experts sont ceux qui savent le plus, et par conséquent, le juge de première instance aurait dû respecter ce savoir, j'allais dire, immanent. Ouais. Mais oui, le jugement de la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale sont publiés, mais le jugement d'origine de la commission, si ça n'avait pas été porté en appel, il aurait été très difficilement accessible au public. Il faut aller dans le dossier judiciaire de la Cour fédérale pour le trouver. C'est vrai. Donc, on parle des documents de la commission. Les documents de la commission, ce ne serait pas une bonne chose, quitte à anonymiser, mais qu'au moins ces décisions soient rendues publiques. Là, tu es en train de parler des décisions par rapport aux licences refusées ou aux donations que tu fais personnellement. Par rapport à la licence refusée, je pense, c'est ça? Et c'est ça que je voudrais clarifier, parce que vous savez, dès qu'on parle sur la loi sur l'impôt du revenu, il y a des questions de confidentialité. Alors, si tu veux savoir pourquoi l'œuvre que Stéphane a donnée, c'était sur quels critères, eh bien, peut-être que Stéphane ne veut pas que tu saches que c'était lui le propriétaire. Alors, il faut encore là, je veux juste mettre les points sur les i, qu'il faut qu'on fasse attention si on est en train de parler des licences refusées, ou si on est en train de parler des donations et des demandes d'attestation. Donc, dans le premier cas des décisions par rapport aux licences, elles sont disponibles là, et vous pouvez avoir accès aux décisions qui ont été prises par rapport aux licences refusées. Elles sont publiées. Oui, elles sont publiées, mais elles sont oui, mais pas motivées. C'est-à-dire, on dit oui, non, mais pourquoi? Enfin, c'est toujours très succinct. Écoute, écoutez, vous pouvez aller toutes les semaines voir les décisions qui ont été faites, parce que ça permet au musée de dire, oui, moi, j'aimerais avoir le droit de trouver le montant pour aller acheter l'œuvre dont la licence a été refusée. Donc, l'information se trouve là. Ouais. Alors, c'est juste une question. Mais par exemple, la question, pourquoi elle a été refusée? Elle a été refusée, il y a un délai jusqu'à 6 mois pour permettre au musée de prendre position et d'aller trouver l'argent. Parce que s'ils n'ont pas trouvé l'argent et qu'il n'y a pas eu cette décision du juste montant, après 6 mois, l'œuvre et la licence part, l'œuvre. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre que cette information se trouve diffusée. Et elle est faite pour que les musées puissent prendre position en se disant « Oui, cette œuvre doit rester au Canada et on a 6 mois pour trouver l'argent. » Il faut aussi savoir que ça ne concerne pas que les œuvres d'art. Hein. Il y a 8 catégories. Je dis 8, là, mais il y en a 8 là. Donc, les archives, les objets ethnologiques, les objets scientifiques, les objets militaires, les œuvres d'art, etc. Et pas nécessairement des choses de qualité esthétique extraordinaire. Ça peut être l'importance pour l'étude des sciences. Alors donc, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent. Alors donc, les informations sont là sur le site pour que les musées puissent se donner la peine d'aller chercher l'argent pour garder l'œuvre au Canada. Merci. On va prendre une autre question. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ou personne? Bien, je vous remercie. Nous avons été clairs. C'est bon. Écoutez, moi, je trouve ça extraordinaire. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre présence. C'est extraordinaire que vous êtes tous ici, parce que ça veut dire que c'est des débats qui sont importants. Et je crois qu'on est au Canada extrêmement chanceux d'avoir une structure qui permet aux individus de peut-être combler le manque d'argent des musées et de bâtir ensemble. Et comme je voulais juste dire encore une fois, et je réitère, je crois que c'est important que les musées donnent des signaux à savoir qu'est-ce qu'ils veulent collectionner. Trop souvent, on ne le sait pas. Les signaux sont donnés par des expositions qui valident le travail 5 ans après, 10 ans après. Alors, ce serait intéressant d'avoir cette volonté de dire c'est ça the best. Je vais vous envoyer notre politique de collectionnement.
Merci à tous de Merci, votre au revoir. présence et de votre Merci. écoute. Merci à vous.